la France a fait tout le boulot. Et j'ai cette image dans ma tête qui vient où il y a ces soldats français qui ont en main, devant leur char, le drapeau ivoirien. Et ça me fait profondément mal. Ça pose la question de la véritable souveraineté de nos États. Et ça pose la question aussi de comment nos politiques véritablement voient la politique. Mais au-delà de ça, j'ai dit que c'était l'aboutissement d'un long processus parce que derrière, il y a eu des massacres de population. La diffamation porte sur quoi? La diffamation porte sur le fait qu'une information n'est pas avérée et elle porte atteinte à une personne morale ou physique. Mais déjà, c'est le COJEP, la personne morale. La personne physique, c'est Dr Saraka. Parce que là, on le fait passer même pour quelqu'un, d'accord, qui ne soit pas fidèle. Et qui ne... Mais est-ce que l'information est vérifiée? L'information n'est pas vérifiée. Attendez. Attendez. Son parti politique est mentionné. Ils peuvent estimer que ça, là, c'est... Ah, ok, d'accord. Ok, non, mais pas la parole tout à l'heure. Juste un mot. Selon mes informations sur ce plateau, le plateau de la bande à Carlyle, il y a une très bonne source auprès de Charles Blégouté. Je compte sur cette source pour nous donner des informations. Je suis un peu frustré. Je pensais qu'on allait en avoir. Mais je suis là, je parle depuis, tu me coupes pas. Non, on va être clair. Non, mais je suis là. Qui s'est senti visé? Je pense que je ne me pas. Non, sont sérieux. Quand je prenais la parole tout à l'heure, j'ai dit, j'ai voulu rester journaliste. Et puis, j'ai fait l'effort de chercher, recouper cette info, passer, aller fouiller, sans véritablement, parce que je suis, Charles Blégoudet m'accorde le privilège d'être un de ses amis, que je vais... Non, il y a qui dedans. Moi, je pense que ça doit être... Comment ça, non? Bon, mais Khalil, ouais, pour terminer, vous voyez, sachons lire entre les lignes. Sachons lire entre les lignes. Bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver après 2 semaines d'absence. Bonsoir, mon président. Bonsoir, Khalil. En tout cas, aussi très heureux de te retrouver après 2 semaines d'absence et une montée de 245 marches. 260 marches sans pli. Vraiment, on espère qu'après cette émission, tu nous diras ton secret. Rassurez-vous. C'est le sport, président. Je pense qu'il faut vous mettre aussi au passage. Je confirme ce conseil. Bonsoir, ça. Foutamana, comme on le dit chez moi, pays se nous faut. Bienvenue, Carly. En tout cas, très heureux de te revoir. Merci. Bravo à toi, Ensor. Bravo pour ces 2 semaines. Bravo surtout pour le succès du week-end là-bas, avec une invitée assez particulière. Ça permet de montrer à nos téléspectateurs qu'on est aussi capable de s'élargir au-delà de la politique. Tout à fait. Et vous l'avez très bien fait avec Jean-Yves. Bonsoir, Jean-Yves. Merci. Bonsoir, Khalil. Oui. Donc, ce week-end, moi, j'étais à un mariage. Oui, j'ai célébré j'ai assisté plutôt au mariage d'un de mes plus, je dirais, un de mes amis. Mais c'est quoi, vous? Moi, j'ai dit qu'il était un mariage. C'est pas le président. C'est le président qui fait les mariages. Racontez-nous. Oui. Donc, voilà, j'étais au mariage de mon ami, Latmel, qui a célébré son mariage ce week-end-là. Et puis, à la suite, j'ai rencontré aussi un téléspectateur de la BAC qui, effectivement, à ce mariage-là, qui a dit qu'il a apprécié. Mais, vous savez, quand moi, je suis dans un endroit, je passe toujours à l'animation. Donc, j'ai esquissé de grands pas de danse aussi à ce mariage-là. Si vous voyez des vidéos tournées de moi dans un mariage, ne vous étonnez pas. Décidément, c'est la saison des mariages, j'ai l'impression. Bonsoir, Norbert. Bon danseur. Bonsoir, Carly, Aquaba. Bienvenue. Bon retour. Merci beaucoup. Belle chemise, à manches longues. On a appris selon certains médias qu'une démission du secrétaire général du COJEP, le Dr Patrice Saraka, qui est l'un des bras droits de Charles Blégouté depuis près de 7 ans, il aura lancé sa décision selon la clôture des États généraux du parti le 21 mars dernier. Cette démission, peut-on lire dans la presse, intervient dans un contexte de divergence profonde sur l'orientation et la gestion du parti. Pour le moment, le COJEP n'a pas réagi. Je regardais un peu sur les réseaux sociaux. Président Jean-Paul Leroux, vous avez des informations sur ce sujet? L'information, même, je ne sais pas dans quel média, toi, tu l'as vu. Vous avez vu aussi ou pas passer? Moi, j'ai vu sur la réseau. Non, justement,
L'information n'existe nulle part. Non, mais Kouassi a fait un article complet. Je pense que c'est le seul qui a fait un article complet. Oui, sur la suite, moi personnellement, quand cette information, je la reçois, j'essaie de la recouper au niveau du COJEP, aucune info, aucune nouvelle. Au niveau de Patrice Saraka, je vais sur son mur, aucune nouvelle concernant cela. Voilà. Il n'y a pas de démenti depuis, ça fait bizarre. La nouvelle, même ce matin encore, ça remontait encore. Non, mais exactement, c'est ce qui se passe. Moi, c'est de l'ordre de la rumeur, mais cela peut laisser certainement penser que bon, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe, ou bien est-ce que c'est, vous savez, ce genre de méthode, on lance une info pour voir. Moi, j'ai envie de poser des questions. Est-ce que peut-être qu'il n'y a pas une volonté de voir une crise au COJEP, parce que presque partout, il y a des épiphénomènes de crise. Bon, en tout cas, personnellement, j'avoue, j'ai voulu être journaliste, regarder, recouper les infos, chercher d'autres sources fiables. Je n'en ai pas vu. Donc, pour l'instant, je me dis, pour l'instant, c'est de l'ordre de la rumeur. Puis... Le mec, il prospère bien quand même. Hein. Ça. Oui, en fait, là, effectivement, toute démarche normale est de pouvoir remonter à la source. Ou à partir peut-être en fait de voir l'organe de presse ou le média qui donne, qui confirme cette information. Mais c'est une information qui fait son effet sur les réseaux sociaux. Maintenant, nous savons très bien que le docteur Patrice Saraka n'est pas n'importe qui au sein du COJEP. Une telle information qui est balancée, telle une rumeur sur les réseaux, 3 jours. Il n'y a aucun démenti. Je me pose des questions. On a eu des informations qui ne sont même pas de cette ampleur vis-à-vis du président du COJEP ou même du parti, du mouvement du parti du COJEP. Il y a eu des démentis officiels, on va dire en 24 heures. Ils sont très actifs sur les réseaux sociaux. Voilà, la preuve, le président du COJEP a une activité dans ses champs. On lit beaucoup dessus. Ce week-end. Donc moi, je suis quand même surpris qu'on laisse ce genre d'informations mourir. Moi, je dirais que, parce que les arguments qui ont été apportés, on va dire, à cette rumeur, on a parlé du fait que le parti ne soit pas véritablement actif. Il y a eu plusieurs enjeux dans des contextes électoraux. Et c'est vrai que nous avions reçu ici le docteur Patrice Saraka, c'est ce qui est étonnant, il a défendu cette ligne. Oui, qui lui disait qu'il avait même des velléités potentielles, d'accord, à compétir. Il a été candidat à Cocody. Oui, mais effectivement, mais oui, mais sous quelle bannière? En tant que candidat indépendant? En tant que candidat indépendant, d'accord. Non, pas COJEP, parce qu'ils n'ont pas encore. Ils n'ont pas encore de récépissé. Exactement. Donc effectivement, l'argument. Tous les candidats COJEP étaient en indépendant. Effectivement, l'argument qui était porté sur cela, c'est le fait que le parti ne soit pas véritablement actif. Est-ce que, parce que je me rappelle quand le docteur Patrice Saraka était ici, et nous avait même fait la promesse que, d'accord, les documents officiels, moi j'ai même posé la question là-dessus, que les documents officiels étaient imminents, que cela allait se faire. Nous sommes aujourd'hui en avril 2026, quel en est le cas? Zéro. Donc aujourd'hui, c'est vrai que quand on a une aventure politique, on veut véritablement au sein d'un parti politique œuvrer, la première des choses déjà c'est d'avoir des documents officiels, parce que le COJEP a le droit d'avoir ces documents officiels, mais pourquoi c'est pas le cas? Donc il y a une situation d'incertitude qui fait que voilà, nous sommes dans un parti, mais ce parti n'a pas de documents officiels et on ne sait pas où aller. Donc je pense que l'argument de la mollesse, parce que je crois qu'il y a eu un mot, une expression, c'est ça? Oui, il dit, il prône d'après lui une ligne plus offensive face aux enjeux nationaux, en décalage avec une direction jugée plus prudente. Voilà, d'accord. Et pour être d'accord d'agir de façon offensive politiquement, il faut être dans un parti politique qui a des documents. Ça, c'est le commentaire de... Oui, de l'article. Qui n'est pas confirmé. On ne sait pas si c'est de lui. C'est quand même assez paradoxal. On avait défendu cette ligne du COJEP de la pensée. On ne sait pas si c'est lui, mais cette information, et puis aussi le docteur Patrice Saraka aussi, sur sa page, lui-même aussi, doit démentir ce genre d'information. Parce que ça fait 3 jours que cela... plus de 3 jours. Il y a un silence de la part du docteur. Moi-même, c'est même pas le... Bon, il y a le COJEP, mais le concerné lui-même, là. Parce qu'il est rattaché au COJEP, c'est de l'individu. C'est une personnalité physique, c'est pas n'importe qui. Donc, il faut un éclaircissement sur cette rumeur ou sur cette vérité et qu'on sache quelle est l'orientation et le plan du docteur Patrice Saraka. Jean-Yves Drouet. Oui. Ce que le docteur Patrice Saraka et le COJEP voulaient, c'est ce qu'on est en train de faire. Pour moi, c'est une mise en scène. C'est une mise en scène parce que s'il y a quelqu'un qui ne peut pas, c'est-à-dire qui ne peut pas demander à ce que le COJEP ait une autre ligne
je dirais, d'action, c'est le docteur Patrick Saraka. Parce que lorsqu'on regarde, c'est la personnalité même au COJEP, je dirais, qui est la plus calme. Et donc, lui attribuer, c'est-à-dire qu'on appelle ça, cet argument-là, pour qu'il passe. Bon, on dit c'est ce qu'il a dit pour pouvoir partir en griffe. Pour moi, ça n'a jamais existé, n'a jamais eu de départ de Patrick Saraka. C'est pour cela qu'il ne va jamais démentir, c'est pour cela que le COJEP aussi ne va jamais faire de sortie pour démentir cela. On est en avril. Les gens sont en train de trouver des voies et moyens pour pouvoir être au centre des débats. Ils savent qu'aujourd'hui, là, le COJEP, ça fait maintenant plusieurs moments qu'on n'entend pas parler du COJEP. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse parler du COJEP? C'est ce qu'on est en train de faire. Et le président a dit un truc tout à l'heure, il a dit que peut-être c'est une volonté de voir une crise au COJEP. C'est ce qu'il veut faire croire aux gens. Il veut faire croire aux gens qu'il y a une certaine partie de la population, mais genre, ceux qui sont à la base de cette rumeur-là veulent voir comment on appelle ça, une certaine crise au COJEP. Personne ne veut voir une certaine crise au COJEP. Il n'y a rien au COJEP. C'est juste une façon de se mettre au cœur des débats pour qu'on puisse parler d'eux. Voilà, c'est simple. Sinon, lorsqu'on regarde, on a même reçu le docteur Patrick Saraka ici. Le docteur Patrick Saraka, je pense que Khalil l'a dit tout à l'heure, il a défendu l'argument selon lequel il faut être prudent. Maintenant, pourquoi aujourd'hui il va défendre un autre truc? Non, ça n'a pas de sens. Au moins, il aurait. En fait, je pense que même dans cette stratégie de vouloir être au cœur des débats, il aurait fallu même qu'il prenne quelqu'un d'autre. Mais sinon, c'est pas Patrick Saraka. Et donc, pour moi, encore comme Norbert M a le dit, c'est un pitch. Ils ont essayé, ça n'a pas marché. Juste pour rebondir, peut-être Jean, il a raison. Peut-être c'est un poisson d'avril de la part du COJEP. Bon, Norbert. Oui, 100% d'accord avec Jean-Yves, évidemment. Mais... Vous l'avez questionné, si vous, Saraka. Vous l'avez bien questionné lorsqu'il était passage. Si, sur un autre plateau, bon, je lui avais demandé pourquoi il n'était pas candidat, puisque lui pouvait être candidat à l'élection présidentielle. C'est vrai, je me rappelle de cette question. Ah, peut-être c'est ce côté offensif qu'il veut. Bon, je te laisse. Non, je ne veux pas lui prêter cette attention. La question que je lui ai posée se posait à ce moment-là. Mais c'était de bonne guerre et c'était normal, je faisais mon travail. Non, au-delà du COJEP, il y a une question qui m'a toujours intéressé, avant même l'existence du COJEP, c'est dans certains partis, et la plupart du temps dans les partis de gauche, ce genre de crise interne est pratiquement toujours sans conséquences, voire même est plutôt bénéfique pour le parti. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. On se chamaille, on se dispute sur la place publique et puis ça fait monter le parti. Alors des fois, il y a l'effet inverse. Hein. Des fois, c'est une catastrophe. Par exemple, la gauche française, en 2002, s'est fracassée là-dessus, à l'élection présidentielle. Il y avait Jospin candidat, il y avait Taubira candidate, il y avait Noël Mamère candidat. Résultat des courses, la gauche a été éliminée au premier tour et c'est Jean-Marie Le Pen qui a été qualifié pour le second. Donc question, est-ce que ce qui est en train de se passer là, on parle quand même d'une tempête dans un verre d'eau, avec beaucoup de véhémence de la part de mon ami Atoum Blanc, est-ce que finalement ça ne sert pas le COJEP lui-même? Je n'en sais rien, je me pose des questions. Ça peut, attendez, monsieur, dites-moi, ça peut rassurer, ça peut servir le COJEP, cette opération, à votre avis, sincèrement? Moi, non. C'est la question que je pose. Non, ça ne sert pas. Moi, clairement. Et ça sert. Ça donne l'image d'un blé isolé. Jamais. Si ça donnait l'image d'un blé isolé, si jamais le docteur Saraka était vraiment parti, on pourrait dire que ça donne l'image d'un blé isolé. Mais ce n'est pas le cas. Regardez, le docteur Saraka a piloté les états généraux voilà, jusqu'au 22, je crois, au 21 mars dernier. Le 22, Charles Blé Goudé a publié sur son compte Facebook la vidéo du bilan de ces états généraux là, sur son compte Facebook. Donc, à quel moment Dr Saraka finit de piloter tout ça le 21, il démissionne et on le met en avant sur la page Facebook du président du parti. Pour moi, non, ça n'a pas de sens. Moi, franchement, il y a un truc qui m'embête. On parle quand même du COJEP. Je ne sais pas, on ne parle pas d'un club, d'une association de quartier. On parle du COJEP. Oui, mais... Une information, attendez. On a commencé l'émission ici. Le président Jean-Paul Aureau lui-même, il a dit, je ne peux pas confirmer cette information. Moi également, j'ai dit, je ne peux pas confirmer. Vous avez, lu une correspondance de Kouassi. Mais ça fait 3 jours. Ça fait 3 jours.
On était sur le plateau ici ce vendredi, où on parlait de cet échange de courrier entre le PDCI RDA et le PPACI. Vous avez vu en 24 heures, l'affaire a été résolue parce que parti politique qui se dit responsable, oui, en 24 heures. Ouais, mon avis, elle est toujours pas Puisque M. Change avait checké le samedi. Attendez. Je n'ai pas fini de parler. M. Change avait checké, d'accord, s'est exprimé là-dessus. Voilà. Mais ça fait 3 jours. Cette information ne date pas d'aujourd'hui. Moi, j'ai entendu parler de cette information. Au début, j'ai cru que c'était quasiment une rumeur. Mais depuis 2 jours, et Jean-Yves me dit que c'est une stratégie. Mais quelle stratégie? Qu'est-ce qu'ils ont à gagner? Attends, pour un parti qui n'a même pas ses documents officiels. Attendez, un parti qui n'a pas ses documents officiels. Tu te lâches pas l'affaire. Mais bien sûr, parce que je veux qu'ils aient les documents officiels. Parce qu'ils le méritent. C'est parce que c'est une stratégie que depuis là, il laisse courir la rumeur, c'est tout. Sinon, ça, c'est pas responsable. C'est ça que la stratégie. Non, mais non, moi, je ne sais pas. Moi, par principe, je ne sais pas, des formations professionnelles, je dirais, je ne réponds pas aux rumeurs. C'est tout. Bon. Je réponds à une information. Quand une information est vérifiée, elle est recoupée. En ce moment, parce qu'il y a la question de la vérité vérifiée et il y a la question de la vérité souhaitée. Est-ce qu'on est dans une démarche de vérité souhaitée? Moi, personnellement, oui, pas de 3 jours. Peut-être c'est 3 jours que quoi. Sinon, il y a plus de 3 jours que cette capture d'écran où c'est marqué. Mais quoi, ça fait un article quand même, un article bien détaillé. Et M. Laurent Départ est responsable. Parce que c'est lui qui est le responsable de ce média. Donc, ben oui, parce que le fait de relayer des rumeurs, normalement, s'engage juridiquement. Donc, le COJEP peut porter plainte. Ou peut-être que comme ça veut si Jean-Yves, on a été guidé par le c'est téléguidé, c'est téléguidé. Intérêt aussi. Président. Calmez. On porte plainte quand il y a diffamation, quand il y a injure. Là, dans ça, la voie diffamation. Mais la diffamation ne pose pas seulement sur le juge, ça pose aussi sur la fausseté de l'information. Je dis quand il y a diffamation. Est-ce que M. Saraka... Non, je t'explique. Oui. Il y a plainte quand il y a diffamation, oui. Quand il y a injure, quand il y a un certain nombre de choses qui portent atteinte soit à l'intégrité morale ou physique d'un individu. D'accord. Dans cette information donnée par ce média-là, où est l'atteinte à l'intégrité d'un individu, au plan moral ou physique. Alors, non, pour moi, c'est pour dire tout simplement que, pour moi, c'est une rumeur. D'accord. Je ne vois pas les raisons pour lesquelles, pour l'instant là, un journal ou, je dirais un journal, un parti politique devrait répondre. Moi, j'estime aussi qu'on l'a tous vérifié. Hein. Ah non, Saraka parle. Attendez. Maintenant, si c'est eux-mêmes en leur sein qu'ils s'amusent à faire des blagues, ils s'amusent à faire ça, mais c'est tellement ils vont prendre les revers ou bien l'avantage de. Je ne peux pas dire je ne peux pas dire ici sur ce plateau que le COJEP s'amuse à balancer de telles rumeurs. Politique, non, attendez. Ou un parti politique s'amuser à faire ça, je ne vois pas. Je ne vois même pas l'intérêt. Maintenant, deuxième chose. Mais tout à l'heure, Jean-Yves vient de nous dire ici que c'est le docteur Saraka qui a animé, qui a d'accord organisé les États généraux du COJEP. Mais après le 21 mars, une telle rumeur se balance sur les réseaux. Un média reprend cela et on dit que ça ne porte pas atteinte, il n'y a pas de diffamation. La diffamation porte sur quoi? La diffamation porte sur le fait qu'une information n'est pas avérée. Et elle porte atteinte à une personne morale ou physique. Mais déjà, c'est le COJEP, la personne morale. La personne physique, c'est Dr Saraka. Parce que là, on le fait passer même pour quelqu'un, d'accord, qui ne soit pas fidèle. Et qui ne... Mais est-ce que l'information est vérifiée? L'information n'est pas vérifiée. Attendez. Son parti politique est mentionné. Ils peuvent estimer que ça, là, c'est... Ah, ok, d'accord. Ok, non, mais on la parle tout à l'heure. Juste un mot. Selon mes informations sur ce plateau, le plateau de la bande à Carlisle, il y a une très bonne source auprès de Charles Blégouté. Je compte sur cette source pour nous donner des informations. Je suis un peu frustré, je pensais qu'on allait en avoir. Mais je suis là, je parle depuis, tu me coupes pas. Non, on va être clair. Non, mais je suis là. Qui s'est senti visé? Je pense que non, sont sérieux. Quand je prenais la parole tout à l'heure, j'ai dit, j'ai voulu rester journaliste.
Et puis, j'ai fait l'effort de chercher, recouper cette info, passer, aller Évidemment. fouiller, sans véritablement, parce que ça, je suis... Charles Blé Goudé m'accorde le privilège d'être un de ses amis que je vais... Non, il y a Comment ça, qui non? dedans? Moi, je pense que ça doit être... Comment ça, non? Ok, bon, Mais ok, on termine avec- Khalil, ouais, En pour terminer, conclusion, Jean-Yves et- on termine Khalil, avec Jean-Yves Passeport. voilà, Oui. pour terminer, vous voyez, sachons lire entre les lignes. Sachons lire entre les lignes. Il n'y a rien. On explique qu'il n'y a rien, mais c'est pas une sorte, tu ne veux pas comprendre qu'il n'y a rien. C'est une stratégie. C'est tout. Et puis, regardez, pour terminer, les prédictions. pour terminer, on dit que c'est lors des États, c'est lors de la clôture des États généraux qu'il a eu à démissionner. Donc, c'était le 21 mars. Donc, du 21 mars jusqu'à fin mars, on n'a pas entendu cela. C'est en avril, là, on vient entendre. On est dans le mois d'avril, les gars. C'est une stratégie. Passons à autre chose, Khalid. Bon, ok, merci beaucoup, messieurs. Parlons de notre deuxième sujet. 80 ans du PDC-RDA. Tidiane Thiam remercie Alassane Ouattara et appelle à l'unité. Je vous propose d'écouter cet extrait de son discours. Mesdames et messieurs les représentants de Monsieur le Premier ministre, de Monsieur le Président de l'Assemblée nationale et de Madame la Présidente du Sénat, Mesdames et messieurs les représentants des membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, Mesdames et messieurs les représentants des partis politiques de Côte d'Ivoire, vénérables chefs traditionnels, chefs religieux, sympathisantes et sympathisants de notre grand parti, distingués invités. Les moments que nous vivons en cette journée historique du 9 avril 2026 sont particuliers. Merci à vous tous d'être venus si nombreux célébrer avec nous ce moment historique. C'est avec beaucoup de plaisir que nous avons accueilli la décision du président de la République de se faire représenter à cette importante cérémonie dans l'histoire de notre pays. C'est un geste qui honore notre parti et nous lui en sommes reconnaissants. C'est un geste qui ne peut que contribuer à améliorer le climat politique dans notre pays. Je prie ces représentants de lui transmettre l'expression de notre profonde reconnaissance, de celle de notre parti et de celle de nos militants. Et je vous demande à tous de lui rendre ce matin un hommage appuyé et mérité. Non, mais faut-il voir derrière cette séquence une salutation protocolaire républicaine ou un message politique? Ah, les deux, mon colonel. Simple salutation, respectueuse, courtoise, intelligente. C'est assez malin. Et il aurait pu manquer que ça. C'est aussi une manière, et c'est là où on rejoint ta deuxième question, c'est aussi une manière pour Tidiane Thiam de souligner l'absence d'Alassane Ouattara au 80e anniversaire du parti le plus oufouettiste de l'histoire de la Côte d'Ivoire, lui qui est président d'un parti qui se prétend oufouettiste. Donc, Tidiane Thiam a salué la présence de représentants du monsieur en question qui s'appelle Alassane Ouattara et qui cumule les fonctions de président de la République et de président du rassemblement des oufouettistes. Ben non. Donc non, voilà, il aurait fait le contraire, il aurait commis une erreur. Il y a une forme d'ironie ou enfin, de ce que vous faites comme... Bon, voilà, oui. Allez-y, droit au but. Oui, bien sûr. Pourquoi Alassane Ouattara n'était-il pas présent à l'anniversaire du parti le plus oufouettiste de l'histoire de la Côte d'Ivoire? Il avait du boulot, sûrement. Président. Ouais. Bon, moi, je ne sais pas, on en a déjà parlé ici sur ce plateau-là. Et je l'ai dit, moi, j'ai salué ce discours du président Thiam, un discours apaisé. Apaisé, parce que le président Thiam a compris qu'il n'était pas utile et efficace pour lui et le PDCI de rentrer dans une situation de conflit avec le parti au pouvoir, pour les raisons que nous connaissons tous ici. Pour embrayer sur le second aspect de ta question, oui, c'est politique. C'est pleinement politique. Et c'est un message à tout le monde
le président Tidiane Thiam reconnaît le président Alassane Ouattara, il reconnaît son 4e mandat. Il est d'accord avec ça. Voilà pourquoi, plusieurs fois, il a salué le président Alassane Ouattara. Et sur la question je partage son avis. C'est vrai, on a ce que j'appelle un peu quelque chose d'incohérent dans notre constitution, qu'un président de la République soit à la fois président d'un parti politique. C'est ce qui crée un peu la confusion à cet événement. Ah ouais? Oui, lui, il invite le président de la République, le représentant du président de la République arrive en dimanche du RHDP. Voilà un peu la confusion. Et moi, ce qui me pousse très souvent à dire que ça fait du RHDP un parti État. Parce que les affaires de l'État se confondent, la gestion des affaires de l'État se confondent avec la gestion des affaires du RHDP. On invite le président de la République, il envoie son représentant, ce qui est tout à fait normal et naturel. Un président n'est pas obligé d'assister à tous les événements, rien ne lui oblige. Et si le président Bédié était vivant, il n'aurait pas participé à votre avis? Je ne sais pas, depuis leur séparation en 2018, les rapports, certes, n'étaient pas, je dirais, scabreux, mais je ne peux pas faire cette fiction-là. Mais je pense que le président Alassane Ouattara serait parti parce que depuis toujours, c'est une obsession pour lui désormais même de vouloir ramener le PDCI dans le giron du RHDP. Obsession. Donc, il serait parti peut-être dans l'objectif de continuer à séduire le président Arikona Bédié s'il existait. Donc, pour moi, non, mais rien n'oblige le président Alassane Ouattara de partir. Mais, comme rien ne l'oblige, et comme la Constitution n'empêche pas le président de la République d'être président d'un parti politique. Donc son représentant est venu, eux tous étaient sapés dans le pagne du RHDP. Mais cela a montré qu'aujourd'hui, les choses sont en train de s'apaiser entre Tidiane Thiam et le pouvoir d'Abidjan. Mais il y a quelque chose qui m'a gêné quand il a parlé d'unité. Vous savez, gérer un parti politique, c'est aussi gérer des hommes, gérer des susceptibilités, gérer aussi un certain nombre d'événements. Nous savons que chez nous en Afrique et chez nous en Côte d'Ivoire, les funérailles comptent énormément, surtout les funérailles d'une maman, ça compte énormément. Le PDCI est en train de fêter ses 80 ans. On n'a pas vu le PDCI aujourd'hui qui parle d'unité, n'a pas vu un seul membre de la direction du PDCI envoyer un représentant ou bien quelqu'un aux funérailles de la mère de Jean-Louis Billon. Moi, j'ai trouvé ça... On ne peut pas parler d'unité en célébrant les 80 ans et venir ici. J'ai trouvé ça c'est que tu es mal informé. Hein. Tu es mal informé. Il y avait quelqu'un. Je sais qu'il y avait Gikawi, il y avait des cadres du PDCI, mais il parle de la direction du PDCI envoyé expressement. Bon, il faut me donner l'information, sinon je ne l'ai pas. Toi-même, il faut me dire qui était là-bas. Tu ne peux pas. Si, je peux. Non, tu ne peux pas dire. Bien sûr que je peux. Et tu me mets en situation de donner des informations à caractère privé. Non, c'était public. C'était un événement plus funéraire. Là, chez nous, c'est public. Hein. Si le directeur, il y avait un membre de la direction. Selon mes informations, la sœur de Tidiane Thiam était présente. Elle est membre de la direction du PDCI. Mais elle est membre de la famille, c'est sa sœur. Bon, ça ne suffit pas. Il sort. Revenons à des annonces plus joyeuses. Enfin. Alors, après tout, voilà. Ces funérailles. Ces funérailles-là. Au passage, condoléances. En fait, moi, il y a quelque chose qui m'embête. Hein. Est-ce que le fouettisme, là, est-ce que le fouettisme est quelque chose qui est prôné au PDCI? C'est quoi le fouettisme? Parce que... il va te finir ça pour nous donner. Le fouettisme, en fait, d'accord, même le fouettisme, je ne sais pas qui l'a inventé, à part peut-être dans les situations de 2011, là, on a entendu parler de cela. Sinon, Félix Houphouët-Boigny lui-même disait, je crois, lors d'une conférence, il s'est exprimé, il a dit que lui, en fait, il n'a pas créé de doctrine au sein du PDCI-RDA. Cette photo existe des années 80. Donc, ceux qui se proclament Houphouettistes, là, le PDCI-RDA est un parti, d'accord, qui a une continuité. Peut-être Houphouët est le premier président, mais le PDCI, là, il y a différents en fait, d'accord, présidents. Les enfants, quand on dit à la réunion des Houphouettistes, pour moi, c'est des bêtises. C'est juste un argument politique pour essayer de se mettre ensemble. Aujourd'hui, il y a une opération de charme, c'est ça. Opération de charme. Il y a une opération de charme, le RHDP vient, d'accord, dans un contexte où on sait qu'il y a eu un contexte électoral, où le PDCI a laissé des plumes,
ils viennent pour dire, bon, les gars, si vous voulez que les choses se passent bien, voilà, rentrez dans les ordres, et puis on fait comme ça. Quand Tidjane Thiam dit président de la République, 1 fois, 2 fois, 3 fois, il n'y a pas autre chose. Tidjane Thiam cherche à rentrer en Côte d'Ivoire, c'est tout. Ils veulent avoir des garanties pour pouvoir rentrer en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on soit franc. Un retour sécurisé. Sécurisé, il faut qu'on soit franc, il faut qu'on soit clair. Faut pas... Tout ce qu'on a assisté à une opération de charme. Et cette opération de charme a très bien fonctionné, même parce que tant mieux, le PPACI n'y était pas. Simon était là. Voilà, le PPACI, ceux qui sont contre le 4e mandat n'étaient pas là. Bon, c'était tout bénéfice. Hein, parce que j'imagine la tête des représentants du PPACI, parce qu'ils étaient dans leur front commun. Voilà, j'imagine la tête des représentants. Donc, le scénario était bien organisé. Mais imaginez, vous avez vu le sourire de Bakongo, il était tout heureux parce qu'il attendait cette phrase. Président de la République, président de la République, président de la République. Bon. Avec Etiam un peu gêné, la mine un peu froide. Bon, apparemment, ça n'a pas gêné les gens. De toute façon, vous savez, en Côte d'Ivoire. On analyse, non? En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, écoutez, Carlyle, en Côte d'Ivoire, d'accord, chaque militant dans un parti politique, même si la mine est froissée, la mine n'est pas dévoissée, la mine est angélique, ils vont toujours suivre le chef, c'est comme ça. Donc, au PDCI, la mine était présidentielle. Et donc, c'est le début d'un rapprochement, à votre avis? Début de rapprochement, ils n'ont pas le choix. Moi, en fait, il faut qu'on soit clair. En Côte d'Ivoire, le RHDP est en situation de force. On n'est pas dans un contexte où le jeu est complètement ouvert. Le RHDP possède la force. Le PDCI est obligé, d'accord, de coopérer. Si les rapports de force étaient égaux, ça n'allait pas se passer de cette même manière. Il y a quelqu'un qui est fort, c'est le RHDP. Donc le PDCI a décidé de coopérer. Et quand tu coopères avec quelqu'un qui est fort, tu es obligé de plier la main. Donc le PDCI va faire des concessions pour entrer dans le jeu. Quelles sont les garanties qui vont être données à M. Tidjane Thiam? Parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de plainte comme M. Tidjane Thiam. Il n'y a aucune plainte, il n'y a aucun mandat d'arrêt. Qu'est-ce que tu en sais? Mais comment que j'en sais? Un mandat d'arrêt, on le sait, il est spécial. Non, pas du tout. Ah, d'accord, il peut être officieux. Bien sûr, il est caché. Bah, évidemment. Un mandat d'arrêt peut être caché. Avec qui? Attendez. Mais c'est assez cocasse quand même. Donc, il a un mandat d'arrêt et on va s'asseoir pour écouter un discours de quelqu'un qui a un mandat d'arrêt sur sa tête. Attends. En fait, quand il est sous-scellé, quand il est sous-scellé, c'est quand il va arriver à Abidjan. Et puis on sort ça. On lève le lapin dans le chapeau. Mais on n'a pas de garantie. Peut-être toi, tu es au niveau de la justice là-bas, Nobel, tu sais. Non, je ne sais pas. Mais pas de choses officielles. On va agir avec des signes et des probabilités. Mais l'image que j'ai vue là, c'est une image, Jean-Yves, pardon, tu as parlé. C'est une image en fait où la famille, les enfants de Foué étaient là. On a vu, il y a le cousin Bakongo qui rigolait et son frère était de l'autre côté quand il parlait à l'écran. C'est ça la réalité. Donc, comme c'est une affaire de famille, et je dis jusqu'à preuve du contraire, comme c'est une affaire de famille, dans la famille, on ne se lance pas des arrêts. Donc, pour l'instant, là, officiellement, on ne sait pas. Peut-être officieusement, des choses sont faites. Hein? Mais je veux dire, pour l'instant, là, rien, il n'y a pas de mandat, il n'y a pas de poursuite judiciaire. Donc, on attend. Maintenant, si on parle, pour moi, c'est ce qu'on appelle au Maroc la danse du ventre. Il était en train de danser. Et puis, les gens aimaient. Tidjane Thiam dansait. C'est la danse du ventre. C'est ça, une opération des charmes. Donc, ils dansaient, les gens aimaient. On va voir maintenant jusqu'où cela va arriver, tout simplement. Le parti va apprécier. Jean-Yves. Oui, non. Le début d'un rapprochement, moi, je ne crois pas. Hein. Je ne crois pas. En fait, ce n'est pas un rapprochement, mais c'est plutôt le PDCI qui essaie d'adopter une nouvelle posture pour que l'appareil répressif du RHDP s'abatte moins sur lui que autre. Parce qu'on sait que aujourd'hui, là, la référence en matière de répression, là, c'est le PPACI. C'est-à-dire que toi qui fais moins que le PPACI, on considère que tu es bon. Le PPACI, comme je le disais, c'est la résilience. Ils ne vont jamais, donner quoi que ce soit pour leur lutte. Pourtant, non, voilà. Donc aujourd'hui, les partis politiques qui essaient de faire moins que le PPACI, c'est-à-dire qui essaient de se ramollir un peu plus, qui essaient d'aller un peu plus dans le sens du RHDP, ces partis-là sont reçus, ces partis-là sont bien accueillis. Donc voilà, je pense que c'est dans cette optique que le président Tidjane Thiam a jugé que de son côté, peut-être il ne faudrait pas qu'ils aillent peut-être dans une bataille qui n'est pas leur ADN. Et puis, il faudrait qu'ils essaient quand même d'apaiser un peu le discours pour adopter une nouvelle posture. Maintenant, le fait de dire que ce nouveau discours-là vise à un rapprochement avec le RHDP, je ne crois pas. Parce que je pense que le PDC aussi a retenu les leçons des années précédentes. Hein.
voilà, ils ont eu une alliance avec le RHDP qui visiblement n'a pas fonctionné parce que à la sortie de cette alliance-là, on a vu un PDCI qui a un président PD qui était fâché contre Alassane Ouattara parce qu'il estimait que ce dernier l'avait trahi. Donc, aujourd'hui, les enfants, donc ceux qui sont restés dans ce parti-là, ont quand même une mémoire. Ils savent que une alliance avec ce parti-là n'a rien donné. Donc, ils ne vont pas encore aller dans cette alliance. En tout cas, je pense que du vivant du président Tidjane Thiam, ils ne le feront pas. Ce sera une nouvelle posture à adopter. Oui. Le même président Tidjane Thiam m'avait dit à la présidente de la République au moment des obsèques du président Bédier, nous sommes deux partis ou fouettistes. Encore là, il lui donne du monsieur le président. C'est ce que je t'ai dit. C'est quoi la stratégie pour c'est ce que je t'ai dit. Justement, la stratégie, c'est qu'on doit faire moins que le PPAC pour ne pas que l'appareil répressif du RHDP s'abatte sur nous. Donc on est fébrile, on est fétiche, on non, mais c'est pas une question de peur. Moi, je pense que c'est une question de vision. C'est-à-dire, tu vois, non, chaque parti a, je veux dire, a un ADN. Voilà, il y en a, par contre, eux, c'est-à-dire qu'ils sont dans la bataille continue, ils sont dans la résilience. Ça c'est le parti comme le PPACI. Eux, quel que soit ce qui va se passer, ils vont toujours aller frontalement. Le PDCI, ils n'ont pas cet ADN-là. Donc, eux, en fonction de ce qu'ils peuvent faire, en fonction des ressources qu'ils ont à leur disposition, ils mettent en place leur stratégie. Et moi, personnellement, je dis, en fait, il ne faudrait pas que les gens en veuillent quand même au PDCI. Non, c'est leur ADN. En fonction de leur ADN, ils mettent en place des stratégies. Maintenant, tout à l'heure, on disait que si Tidjane Thiam rentre au pays, il n'y a pas de mandat d'arrêt. C'est n'importe quoi. On a vu Bendoumi ici, il n'y avait pas de mandat d'arrêt, il est rentré, ils l'ont pris. Donc, les mandats d'arrêt, là, les gens savent comment ils font leur truc. Si le monsieur est ici, là, il sait pourquoi il est ici. Voilà, donc il ne faudrait pas qu'on essaie de blaguer le monsieur, on essaie de le pousser pour qu'il aille dans la gueule du loup. Aujourd'hui, la stratégie du président Tidjane Thiam, là, c'est d'adopter cette nouvelle posture-là pour que le cœur de Pharaon s'adoucisse et puis par la suite, maintenant, il puisse lui laisser maintenant. Il a dit mon poumon, je m'en vais. Donc, pour qu'il puisse. Ça va, il a utilisé l'expression le loup. Bon, on pourrait poser la question qui est le loup. Bon, sur cette question, moi, j'aimerais. La question, c'est répondre. On s'écoute. Il en parlait, c'est ça. James, tu avais terminé? Non, il n'a pas terminé, mais comme président, il est chaud pour parler là. Il n'a qu'à parler. Terminé, Jean-Yves. Le chouchou du PDCI. Non, c'est bon. Allez-y, président. Plus sur ce sujet. Il n'a pas tort, Jean-Yves. Mais il aime ça, le président. Pour moi, le PDCI a invoqué le principe de lucidité. Il a compris que dans ces situations politiques en Côte d'Ivoire, il est préférable, pour l'instant, en fonction des forces en présence, de ne pas être face à face avec le RHDP, même s'il n'y a pas de possibilité d'être côte à côte, au moins éviter d'être dos à dos. Président. Mais créer les conditions, créer les conditions d'un calme. Jean-Yves a dit quelque chose de tellement juste. Tidjane Thiam est dans une vision. Si vous vous rappelez, il a déjà engagé son parti dans les élections à venir locales de 2028. Tidjane Thiam est en train de comprendre que s'il veut être président en 2030, là, il faudrait qu'il crée les conditions pour ne pas que lui, il puisse être dans la situation dans laquelle il est aujourd'hui, là. Et cette condition-là, c'est prendre langue avec le parti au pouvoir, que d'autres ont appelé ici la gueule du loup, que d'autres ont appelé ici le pharaon. En réalité, qu'est-ce que je veux dire? Tidjane Thiam est en train de préparer 2030. Tidjane Thiam sait que 2030, là, il a des chances. Mais ces chances-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter qu'elle ne soit enfermée et qu'il reste ici hors de la Côte d'Ivoire? Voilà la vraie réalité. Sinon, on parlait de rapprochement, je ne le pense pas. Tidjane Thiam sait que le RHDP a déjà choisi son candidat, il s'appelle Ténébrema Ouattara. C'est lui qui va être candidat du RHDP en 2030. Donc, Tidjane Thiam, aujourd'hui, il sait que l'autre côté, là, PPACI, là, c'est fatigué. COGEP, eux, ils sont dans les problèmes, comme on disait, ils n'ont pas encore les papiers. Je ne vois pas. Donc, Tidjane Thiam sait qu'aujourd'hui, il est une personnalité qui compte. Mais est-ce que c'est en restant ici à l'étranger, tourner entre Paris, Washington et autres, New York et autres, qui va véritablement devenir le président des Ivoiriens? Il faudrait qu'il aille dans la mêlée.
il faudrait qu'il soit dans la mêlée. Et pour ça, il faudrait qu'il crée un cadre. Donc voilà pourquoi moi j'estime que Tidjane Thiam, il a évoqué le principe de réalité et c'est tout à fait normal. Et moi je salue ça, c'est ce qu'il a toujours dit. Moi, je suis en train de rigoler et je vais essayer de faire comme le président Jean-Paul Leroy pour une fois. Bon, j'avais déjà évoqué pour le cas des législatives, le PACI n'irait pas. Bon, je vais dire ici, si on se base sur ce discours-là, on dit que M. Tidjane Thiam est réaliste, il n'aura pas le pouvoir en 2030. C'est impossible. Laissez-moi vous dire pourquoi. Si M. Téné Birahima Ouattara succède à M. Alassane Ouattara, il aura plus à gagner que Tidjane Thiam soit à l'extérieur. Il ne voudra même pas qu'il mette son pied en Côte d'Ivoire. Ils vont faire semblant de faire, d'accord, puisque le mandat d'arrêt en question, il est au chaud. Hein? Le mandat d'arrêt... Attendez. On n'a pas d'informations officielles. Le mandat... Non, attendez, mais on va pas des probabilités. On n'a pas d'informations officielles. On va prendre l'exemple pour le cas Bredoumi. Voilà. On parle non, tranquille. Ici, on est relax. Le cas Bredoumi... Non, à partir de Bredoumi, tu fais une induction. Mais parce que c'est ce que mon prédécesseur aussi a dit, vous avez validé. Alors, laissez-moi terminer. Vas-y. Comme Jean-Yves disait ici, on a eu le cas Bredoumi, vous avez tous dit, ah, donc laissez-moi aussi m'exprimer. Voilà. Je dis, M. Téné Birahima Ouattara, et je regarde la caméra ici, a plus à gagner que M. Tidjane Thiam soit à l'étranger, qui mette ses pieds en Côte d'Ivoire. C'est sûr à 100%. Et le RHDP, ils ne sont pas dupes. De la même manière, on pense que le PDCI est lucide là. C'est comme ça aussi, ils sont lucides, ils préparent 2030. L'apaisement là, le cadre de l'apaisement là, ça les arrange. Nous sommes tous des enfants d'Oufoué. On va dialoguer, on va causer, mais rien ne va avancer. Je vais vous dire quelque chose. Monsieur Tidjane Thiam, s'il me regarde cette émission, plus vous serez à l'extérieur, plus le RHDP, d'accord, sera heureux. Et peut-être, ils vont vous laisser 1 an avant les élections présidentielles, ou même 8 mois, pour que vous arriviez sur l'arène. Mais les dés seront déjà pipés, parce qu'on ne peut pas faire des miracles en 6 mois ou 7 mois. Et je tiens à dire quelque chose. Il y a un système qui se ficelle, il y a un système qui se solidifie. Ne pensez pas, vous PDCI, que vous êtes très stratège, pendant que les gens du RHDP, d'accord, ont l'air endormis. Quand ils viennent en dimanche dans leur chemise et ils sourient, vous dites c'est la famille, ils savent ce qu'ils préparent. Parce que ce qui est plus difficile, c'est la succession de Ouattara. Et c'est de solidifier. Une fois que tout est solidifié, mais le RHDP a poussé l'ambition de rester au pouvoir, même peut-être pendant 40 ans. Oui, pendant 40 ans ou 50 ans. Donc, la bataille n'est pas si facile que cela. Les discours qui sont très jolis, Monsieur le Président de la République, nous formons une famille, c'est pas ça qui va endormir le RHDP. Donc, concrètement... Tu as dit que c'est pour endormir le RHDP. Mais tout à l'heure, je parlais d'accord de campagne de chambre. Je vais dire quelque chose pour finir. Là, je regarde la caméra encore. Pour dire... Pour M. Thiam encore? Non, pas pour M. Thiam. Pour dire... Message personnel. Non, pour dire à tous ceux qui disent non, M. Tidjane Thiam, pour pas qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Non, il y a un mandat d'arrêt. Attends. Moi, je vais vous dire quelque chose. Il a mieux à gagner à rentrer en Côte d'Ivoire que de rester à l'extérieur. Parce que si vous restez avec vos si et vos probabilités, d'accord, c'est 4 ans. Vous allez faire des conventions, vous allez faire des anniversaires pendant plusieurs années. Ils vont vous répondre. Mais je dis depuis... Alpha Condé l'a fait, hein, ça l'a pas tué. Alpha Condé l'a fait, ça l'a pas tué. Bredoumi que vous avez parlé là, Bredoumi n'est pas sorti. Il est vice-président de l'Assemblée nationale. Bon, ok. Moi, En fait, rapidement, pardon, ça va, je vais oublier. Pour le laisser finir. Non, mais c'est ton fils. Ouais. Bon, vas-y, non. Non, mais faut parler. Faut parler, papa. Parce qu'en fait, là, c'est-à-dire que tu demandes, toi, bon, tu dis là aujourd'hui que Tidjane Thiam doit rentrer. Le monsieur lui-même, c'est-à-dire en fonction de son seuil de résilience, il sait à quel moment il peut céder. Il connaît son corps, il sait. On sait comment le régime RHDP fonctionne. C'est toi-même qui l'as dit, hein, qu'ils ont plus intérêt que Tidjane Thiam reste à l'étranger que Tidjane Thiam rentre. Donc, s'ils rentrent là, selon toi, s'ils ont plus intérêt qu'ils restent à l'étranger, et puis malgré ça, Tidjane Thiam rentre là, selon toi, qu'est-ce qui va arriver à Tidjane Thiam? Voilà, donc je te réponds clairement. Toi, tu ne sais pas, moi, je ne sais pas. Bon. Plus que tout à l'heure, le même Norbert qui dit qu'il ne faut pas que Tidjane Thiam rentre parce qu'il y a un mandat d'arrêt là. À l'instant, quand je parlais... Non, je n'ai pas dit ça. Ah, bon, laissez... Non, attends, non, je n'ai pas dit ça. Non, avec des si, je reprends une formule de Ouattara, avec des si, on peut construire des châteaux. Très cher Jean-Yves. Mais il ne faut pas oublier quelque chose. Monsieur Tidjane Thiam veut, et le PDCI veulent le pouvoir d'État.
C'est pas en restant. Ils veulent le pouvoir des On a compris ça. C'est pas en restant, mais c'est pas, mais c'est pas Norbert. aussi, oui, mais c'est pas aussi Je en le dis bravant, parce que c'est j'aime pas le aussi, pays. c'est pas aussi en rentrant au pays sans avoir de garantie qu'il pourra accéder. Parce qu'on ne sait pas, on parle de Tidjane Thiam, et on parle de Bandoumi. Bandoumi est parti là. Bandoumi est parti au bout de combien de temps il est sorti. Ça, c'est Bandoumi. Mais on parle là de Tidjane Thiam. Quelqu'un que vous-même vous l'avez dit sur ce plateau-là, le RHDP ne veut pas avoir au pays. Et vous pensez que lorsqu'il va rentrer, ils ne vont rien faire? Non, quand même, les gars. À un moment donné. Norbert, attends, Tidjane Thiam va rester à l'extérieur et puis il va devenir président en 2015. Norbert. C'est déjà arrivé. Il va négocier. C'est bon. Norbert, allez-y. Tu m'autorises? Je suis très cher. Lâche-toi. Non. D'abord, quelques petites remarques et ensuite, je voudrais pousser la réflexion sur élargir le champ. Élargir le champ. Petite remarque. Jean-Paul Aureau nous parle des élections en 2030. Qu'est-ce qu'il en sait? C'est le code électoral qui prévoit. Non. Je suis désolé. En 2030, c'est le code électoral. Je suis désolé. Il n'en sait strictement rien. Et moi non plus. Voilà, seul Niamien c'est. Comme on le dit chez vous. Je suis journaliste. Oui, Norbert. Je suis journaliste, Jean-Paul aussi est journaliste. Et en tant que journaliste, je dis que je ne sais pas si les élections auront lieu en 2030 ou avant. Mais Norbert, le code électoral dit chaque 5 ans. Je répète, mais c'est le français que je parle. Oui, c'est français. Le français, je parle aussi. Je ne sais pas si les élections auront lieu en 2030 ou avant. Okay? Pourquoi avant? Attendez. Première remarque. Allez-y, et les téléspectateurs et les fidèles de la bande à Carlyle ont très bien compris. Ok? Attendez. Mais laissez-le parler, laissez-le terminer. Deuxième remarque. Je répète, on peut regarder l'émission, revenir en arrière. Je n'ai pas dit qu'il y avait un mandat d'arrêt international qui avait été lancé. J'ai dit que s'il y avait un mandat, tu ne le sais pas, je ne le sais pas, Carlyle ne le sait pas, personne ne le sait. Exactement. Et Tidjane Thiam ne le sait pas. Je dis ça, simplement. Donc il y a cette incertitude. Oui. Okay, et qu'il serait quand même périlleux de ne pas tenir compte de cette incertitude quand on est potentiellement visé par la possibilité d'un hypothétique mandat. Attendez, monsieur, attendez. Terminez, s'il vous plaît. Oui. C'est notre très cher maître Kakou qui, sur ce plateau, à la bande à Carlyle, il faut lui rendre hommage, avait lancé cette hypothèse-là. Et il avait 1000 fois raison. Donc s'il y a un mandat, vous ne le savez pas, nous le savons, nous ne le savons pas. Et donc, ne pas tenir compte de cette hypothèse serait suicidaire. D'autant plus, comme l'a souligné Jean-Yves, qu'on a vu l'exemple de l'honorable Soumaïla Bredoumi, qui jouissait d'une immunité parlementaire qui n'a pas résisté au comportement abusif d'un pouvoir sans limite. Le peuple ivoirien, en tout cas les électeurs, ont dit ce qu'ils en pensaient, puisqu'ils l'ont réélu alors qu'il était au fond de sa cellule. Tiens, voici pour les remarques. Je pourrais en rajouter une autre, à l'attention de mon ami Atoum-Blanc, c'est que tous les Ivoiriens savent très bien ce qu'est l'oufouettisme, tous les Ivoiriens savent parfaitement ce qu'est le bagboïsme. En revanche, tous les Ivoiriens ignorent ce qu'était le gayisme et ignorent ce qu'est le ouattarisme. Parenthèse fermée. Je voudrais... oui, parce que moi, je ne sais pas. Allez-y, terminez rapidement. Maintenant, je voudrais élargir un peu le champ, rajouter un élément à votre réflexion concernant la stratégie du président du PDCI. Et ça, c'est ma réflexion, ce n'est pas la sienne. Parce que moi, à la différence de Tidjane,
d'Atoum Blanc, je ne m'adresse pas à la caméra pour adresser mes messages à Tidiane. Tiens, Mais j'ai le droit. alors, En tant que citoyen. tu fais ce que tu veux. Non, toi, tu as son réseau. Non, moi, je comprends pas. Monsieur, restons sur le débat, s'il vous plaît. Ah non, que toi, tu nous fasses profiter de ton réseau de Charles Gudet. Non, pas d'attaque personnelle. Revenons sur le débat, allons-y. Je voudrais ajouter un élément de réflexion à votre sagacité. Il s'est passé quelque chose là. Sagacité. Oui, il s'est passé quelque chose là en France. Étant rappelé que probablement le principal soutien et pilier d'Alassane Ouattara à l'international s'appelle Nicolas Sarkozy, ce qui est en train de se passer concernant Sarkozy ne peut pas le laisser indifférent. Or, devant la cour d'appel, Nicolas Sarkozy vient de changer sa stratégie de défense. Pour essayer de s'éviter un retour en prison, il a lâché son ex-bras droit, Claude Guéant, en essayant de lui faire porter le chapeau de l'affaire du financement libyen, de la campagne électorale de 2007. Et l'avocat de Claude Guéant a clairement dit que les choses n'allaient pas se passer comme ça. Mon sentiment et mon conseil par la suite. Mon sentiment, c'est que Sarkozy, pour éviter la prison, a choisi le déshonneur. Chez ces gens-là, c'est une question d'honneur, l'omerta. Et le résultat, c'est il a désormais le déshonneur et il aura la prison. Alassane Ouattara, petit conseil gratuit, d'habitude je l'ai fait payer dans mon cabinet, si il y a une urgence absolue, c'est de lâcher Sarkozy et vite, 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 parce que tous les soutiens de Sarkozy sont en train de le lâcher. Enfin, dernière petite remarque de calendrier, en 2027, le président Macron ne sera plus président. Donc, pour l'avenir, supposer donc que les échéances puissent être tenues, pourquoi pas, j'en sais rien, il y a quand même il y en a deux de chute, Sarkozy, Macron, un successeur qui n'a pas l'aura de son frère, le président Thiam qui attend son heure, il a le temps pour lui. Le président Gbagbo, parce qu'on n'en a pas parlé, qui lui aussi est en embuscade. C'est mal barré, je dirais. C'est-à-dire, pour résumer, on a l'impression que il y a plusieurs facteurs externes qui pourraient favoriser l'élection étudiante. On referait une émission dessus, on est pris par le temps, messieurs. Mais j'aimerais quand même, ça nous reste 10 minutes qu'on puisse parler un peu du 11 avril. Ça vous gêne pas? Vous me donnez un peu vos ressentis. Ok. Si ça vous gêne pas. C'est qu'on parle du gbagboïsme. Hein. Effectivement, le gbagboïsme est tombé le 11 avril 2011. Monsieur, quel souvenir gardez-vous et quelles sont les grandes leçons que vous voulez tirer, Jean-Yves? Moi, quelqu'un n'a pas parlé d'abord. Non, aujourd'hui, je ne vais pas dire ça. Je vais commencer, puis après, je vais terminer après, quand vous allez parler. Donc, en fait, ce 11 avril-là, pour moi, ça résume, je vais dire, toute l'histoire, pour ne pas dire ce qu'on a aujourd'hui, hein, c'est-à-dire tous les événements qui se déroulent aujourd'hui, c'est la conséquence du 11 avril. Cette peur que le RHDP a, par exemple, de cette opposition, notamment conduite par le président Laurent Gbagbo, parce qu'ils se disent derrière que ce qui s'est passé le 11 avril, là, certains n'ont toujours pas digéré. Donc, si jamais ils reviennent, ce qu'on leur a fait subir là, ils vont nous faire subir la même chose. Vous voyez? Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans cette atmosphère, je veux dire, un peu de crispation. Hein, parce que voilà, franchement, ce 11 avril a été vraiment, je peux dire, douloureux pour les Ivoiriens, que vous soyez politique ou pas. Il y a eu beaucoup de victimes. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a le 14, mais ce 11 avril a fait beaucoup de dégâts, souvent même dans les rues, quand vous croisez des gens qui vous relatent les faits, qui voilà, ont encore cette nostalgie-là, pour ne pas dire ce sentiment douloureux-là, c'est beaucoup de choses. Donc, pour moi, je pense que les leçons peut-être ont été tirées, mais elles n'ont pas été tiré dans le sens où en fait on veut plus rebasculer là-dedans, et donc cette peur de ne plus vouloir basculer dans ce qu'on a connu en 2011 a fait que aujourd'hui il y a des décisions qui sont prises qui, pour moi, au lieu d'empêcher que cela arrive,
tend plutôt à, je vais dire, en fait encore renforcer ce sentiment-là de vengeance dans le cœur des gens. Et pour moi, ce ne sont pas de, c'est-à-dire, ce sont pas de, je dirais, de bonnes nouvelles. Donc, les politiciens, je veux dire, dans tous les, de tous bords, hein, de tous bords, ont vraiment intérêt à ce que cette paix tant souhaitée par tous les Ivoiriens, que vous soyez politique ou pas, franchement, il faudrait que les politiciens là, puissent en fait vraiment mettre en place des actions qui vont plutôt aller dans ce sens-là que plutôt de mettre en place des actions qui... J'entends plus, c'est quoi ça? On vous a perdu. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous entendez? Non. Président Jean-Paul Leroux, en attendant. Pour moi, le 11 avril, c'est l'aboutissement de quelque chose dont j'ai horreur, c'est-à-dire le droit de la force. La France et la soi-disant communauté internationale a mis de côté le droit international et a privilégié la force du droit. Je me souviens encore de cette phrase du président Laurent Gbagbo lors de son audience de présentation à la CPI. Je crois que ça devait être en décembre 2011, quand il dit, Madame la juge, devant la chambre préliminaire 1 de la CPI, j'étais à cette audience-là. Il dit, Madame la juge, la France a fait tout le boulot. Et j'ai cette image dans ma tête qui vient où il y a ces soldats français qui ont en main, devant leur char, le drapeau ivoirien. Et ça me fait profondément mal. Ça pose la question de la véritable souveraineté de nos États. Et ça pose la question aussi de comment nos politiques véritablement voient la politique. Mais au-delà de ça, j'ai dit que c'était l'aboutissement d'un long processus parce que derrière, il y a eu des massacres de population. Je me rappelle encore avant le 11 avril, il y a eu le 27 mars ou le 28 mars, ce massacre de population à Dioukwé. On parle officiellement de 800 morts. Des gens qui ont été massacrés, qui ont été tués, sur la base tout simplement qu'ils étaient d'un groupe ethnique et qui soutenaient le candidat Laurent Gbagbo. Franchement, pour moi, la Côte d'Ivoire ne devrait plus vivre ce type de tragédie pour l'instant, dont certaines plaies restent encore ouvertes parce qu'on peut-être qu'on n'a pas encore tiré les bonnes leçons ou on ne s'est pas encore suffisamment assis pour parler de sorte que cela ne se reproduise. Norbert. Alors, très, très touché et très ému parce que vient de dire le président Auro. Je vais ajouter peut-être je ne vais pas ajouter de souvenirs personnels. Ça, je préfère éviter parce que à la suite de ça, moi, j'ai eu un différend éditorial avec mon employeur. Nous n'étions pas d'accord. Nous sommes vite tombés d'accord sur notre désaccord et ça, je n'ai pas bougé. Et quand on évoque et aujourd'hui encore, je pense que mon pays, la France, a commis quelque chose qu'elle n'aurait pas dû commettre en Côte d'Ivoire. Bon, passons. Mais comme j'ai une pensée là pour le président Gbagbo, puisqu'on est une pensée émue pour le président Gbagbo, puisqu'on évoque ce sujet, je voudrais parler d'histoire, parce que tout le monde le sait, c'est un historien, et faire un petit détour par l'Algérie. En 1945, il y a eu une émeute à Sétif qui a été matée dans le sang par l'armée française. Et lorsque tout a été terminé, le militaire qui a fait son rapport a écrit ceci. Il s'appelait Duval. Il a écrit « La France a gagné 10 ans ». Et ce militaire qui faisait son boulot, qui était compétent, ne s'est trompé que d'1 an. Parce que 9 ans après, le 1er novembre 1954, débutait la guerre d'Algérie. Le 11 avril 2011, en Côte d'Ivoire, je pense que la France peut espérer avoir gagné 20 ans, et peut-être un peu moins. Non, mais
Vincent. La séquence est assez, c'est le même. est assez émouvante pour terminer cette émission. Non, moi, je n'ai pas envie de... Vaut mieux arrêter. Ouais, c'est vrai qu'on a été tous touchés par vos plaidoyers de fin. C'est assez difficile de poursuivre. Jean-Yves, vous voulez terminer avec quelque chose ou pas? Non, ça va. Ça va. Merci, monsieur. On va finir par une note joyeuse. J'espère. Parce que je me rappelais que Oui. Khalil est revenu de Djibouti où il a passé 2 semaines. Il faudra qu'il nous donne le secret de comment gravir 260 marches sans transpirer. Ouais, ça. Je vous ai dit, faites du sport. Ça va vous écrire. Il va vous réserver. Mettez mon passage de remercier aussi le peuple djiboutien, les autorités, pour l'accueil de nos équipes. Voilà, Télé Sud, je disais, Ensa a planté son drapeau dans la corne de l'Afrique. Donc, c'est un succès collectif. Donc, on ne peut qu'être heureux. On a eu le privilège de nous retrouver à proximité du conflit. On était à 2 doigts du Yémen. On aurait pu prendre un missile, mais bon, Dieu a fait grâce que pendant qu'on tournait ce reportage, tout soit bien passé. Merci à Dalini, à Mustapha. Et puis, voilà, grosse pensée à nos amis djiboutiens qui ont été très chaleureux. Je vous invite à vous rendre à Djibouti, un beau petit pays. Je peux? Oui. Oui, mais moi j'en rêve. Je connais ce coin, mais de l'autre côté yéménite. Ah oui. Oui. Ouais. Et je voulais y aller parce que Monfred, parce que Rimbaud, évidemment, parce que Kessel, tout ça, c'est vraiment un endroit qui est extrêmement lyrique et romanesque. Et donc, j'y suis allé sur les pas de Rimbaud, de Kessel et de Henri de Monfred. Et je n'ai jamais eu aussi chaud de ma vie. Je confirme. Et donc, ma chemise était dans un état. Et donc, ceux qui y vont et qui restent avec une chemise immaculée, je les soupçonne d'avoir un subterfuge. Changer de chemise, arriver au sommet. Au sommet. OK. Je ne vais pas réagir à cette attaque. Merci beaucoup, messieurs. Et puis bonne soirée. On se retrouve jeudi. À bientôt.